Compensation financière ridicule. Les réductions envisagées au régime d'aide sociale pourraient faire mal. Toujours pas de bain pour les bénéficiaires d'un centre pour personnes âgées, paralysés par un conflit de travail depuis 1 mois. Et 40 ans après son assassinat, le mythe de John F. Kennedy hante encore des Québécois. Voici le Grand Journal, avec Jean Lapierre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les innocentes victimes d'actes criminels commis par les motards poursuivent leur croisade pour se faire indemniser. On sait que maintenant, ils ont l'œil sur les biens saisis par la police et on sait qu'il y en a pour des millions de dollars. Entre-temps, aujourd'hui, ils sont allés porter leur récrimination auprès du ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Chagnon. Benoît Tranche-Montagne y était. Des biens évalués à 4,5 millions de dollars ont été saisis la semaine dernière lors de l'opération Ouragan, qui visait des proches des Hells Angels. Les sommes colossales qui sont ainsi régulièrement soutirées aux motards pourraient d'ici le printemps 2004 servir en partie à dédommager directement leurs victimes. Le regroupement des innocentes victimes du crime organisé mise beaucoup sur la bonne volonté du nouveau ministre de la Sécurité publique. Les membres du RIVCO ont eu droit à 90 minutes de son temps ce matin pour exposer leur projet d'indemnisation. Ça me paraît des choses qui sont importantes dans une société. Donc, il faut avoir cette compassion dans une société pour les victimes des actes criminels, et particulièrement des actes criminels qui ont été organisés. On a senti des gens sincères ce matin avec nous. Je ne crois pas que ce soit des promesses électorales ou des paroles de politiciens, justement. Les victimes du crime organisé, pour l'instant, ne touchent à peu près rien. Francis Laforêt a été battu à mort par les motards pour avoir refusé que son bar serve à la vente de stupéfiants. Pour mon frère, c'est un chèque de 600 $ pour dédommager pour des frais funéraires qu'on n'a même pas acceptés. À part ça, on n'a rien eu d'autre. Aucun souci. Hélène Brunet n'a eu droit de la CSST qu'à 90 % de son salaire de serveuse après avoir servi de bouclier humain lors d'une fusillade. 2 500 $ ont servi à payer les funérailles du petit Daniel Desrochers, mais aucune compensation n'a été prévue pour la mère. On comprend donc son scepticisme face aux belles promesses. C'est positif, mais je veux pas battre le fer et dire oui, et nous dire écoutez, je veux voir ce qui va se passer. Je suis plus méfiante, je suis plus sur mes gardes. Ouais. Le RIVCO, qui a obtenu 10 000 $ du ministère de la Justice pour rédiger un mémoire sur la question, entend le déposer lors de la prochaine commission parlementaire sur l'indemnisation des victimes du crime organisé. Benoît Tranche-Montagne, TQS, Montréal. Bonsoir, Denis. Bonsoir. Eh bien là, aujourd'hui, le Devoir sortait document sur l'aide sociale et les assistés sociaux ont réagi parce qu'ils sont inquiets devant les réformes du gouvernement. Oui, d'après le journal, Québec imposera un resserrement des obligations pour les bénéficiaires d'aide sociale jugés aptes au travail, spécialement ceux qui ont des enfants de 5 ans et moins et les prestataires de 55 à 64 ans. Le Fonds commun des assistés sociaux dit que ça n'a pas d'allure, que les libéraux n'ont pas obtenu de mandat pour appauvrir davantage les pauvres. Gérard Deltel. Le but de l'opération, c'est de ramener le plus de personnes possible sur le marché de l'emploi. Depuis qu'ils sont au pouvoir, les libéraux n'ont jamais caché leur intention. La lutte à la pauvreté va se faire par des incitatifs à l'emploi. Or, selon le Devoir, ces incitatifs seraient des pénalités. Le gouvernement abolirait la prime de 111 $ qui est remise aux bénéficiaires qui ont un enfant de moins de 5 ans à charge et ceux qui ont de 55 à 64 ans. De voir apparaître des mesures comme celle-là dans un plan d'action visant à lutter contre la pauvreté, pour nous, c'est vraiment inacceptable et c'est très décevant. Et même, on se sent trahi, dans le fond, parce que cette loi-là, la loi 112, la loi visant à lutter contre la pauvreté, on a travaillé très fort, dans le fond, pour convaincre les parlementaires qu'on pouvait agir contre la pauvreté, que la pauvreté n'était pas une fatalité. Le gouvernement viserait à ramener 200 000 ménages au-dessus du seuil de pauvreté. Et autre mesure, obliger le bénéficiaire à amorcer tout de suite des démarches en vue d'un emploi, sinon on coupe l'aide. Là, il n'y a même plus de barème plancher. Là, c'est aide sociale 0. Et vous comprendrez que pour nous, c'est une atteinte au droit à un revenu décent, à la Charte québécoise des droits et libertés qui prévoit à l'article 45 que tout citoyen, toute citoyenne a droit à un revenu décent. Le ministre n'a pas nié ni confirmé aujourd'hui. Le gouvernement fera connaître son plan de match définitif dans quelques semaines. Gérard Deltel, TQS, Québec.
Et on a du nouveau à propos des fraudes à la Régie d'assurance maladie du Québec. Ouais, imagine-toi qu'au fil des ans, la RAMQ a perdu la trace de 100 000 bébés nés pourtant dans des hôpitaux du Québec. Selon la presse, l'hypothèse la plus plausible, c'est que des ressortissantes étrangères ont réussi à obtenir une carte d'assurance maladie et qu'elles sont venues au Québec pour accoucher dans de meilleures conditions. Les femmes en question seraient ensuite retournées chez elles avec leur bébé. La RAMQ était bien au courant de ce genre de fraude-là il y a 3 ans. Elle avait même demandé à ses enquêteurs de faire la lumière là-dessus, ce qui n'a pas été fait faute de moyens. Et aujourd'hui, une nouvelle qui est tombée et qui risque de faire pas mal de bruit dans le domaine du sport amateur. Oui, tu avais entendu parler de l'orthopédiste Maurice Duquette. Eh bien, il a plaidé coupable devant le comité de discipline du Collège des médecins à 14 chefs d'accusation qui sont liés à la prescription sans raison valable de produits dopants. Le médecin a reconnu avoir prescrit de l'Eprex à une dizaine de patients de 1998 à 2001. Parmi eux, on compte une cycliste québécoise de haut niveau dont l'identité ne peut pas être dévoilée en raison d'une ordonnance de non-publication. Le syndic du collège recommande une radiation de 4 mois. D'ailleurs, il y a plusieurs médias qui seront devant les tribunaux demain pour faire lever cette ordonnance de non-publication. Oui, on va suivre ça demain. Maintenant, une histoire de mœurs, cette fois dans la famille royale. Oui, de mœurs. Hein? La royauté britannique peut compter sur l'appui de certains de ses serviteurs. Un ancien valet du prince Charles a volé à son secours aujourd'hui. On sait qu'un autre ancien domestique du successeur de la reine Élisabeth soutient l'avoir surpris dans une position sexuelle compromettante avec un homme, membre de son personnel il y a quelques années. Le scandale fait les choux gras, bien sûr, de la presse britannique depuis plusieurs jours. Et les porte-paroles de Charles ont même jugé nécessaire d'émettre un communiqué aujourd'hui pour nier les faits. C'était l'ouverture du procès de Lee Boyd Malvo, 18 ans, aujourd'hui en Virginie. Malvo est un des 2 principaux auteurs ou présumés auteurs de la série d'attentats qui a fait 10 morts dans la région de Washington l'an dernier. L'autre est John Allen Mohammed, dont le procès se poursuivait, lui, aujourd'hui à Virginia Beach. Malvo a plaidé non coupable aux accusations de meurtre et de terrorisme pesant contre lui. Ses avocats vont tenter maintenant de convaincre le jury que Malvo a subi un lavage de cerveau de son complice. En Arabie saoudite, un homme sur le point d'obtenir le statut d'immigrant au Canada figure maintenant parmi les 17 victimes ayant péri dans l'attentat terroriste contre un complexe résidentiel de la capitale, Riyad, samedi. L'attaque a aussi fait plus de 120 blessés. Jusqu'ici, on ne sait pas l'identité de 13 des 17 victimes. On sait qu'elles étaient arabes. Les autorités américaines sont convaincues que c'est le mouvement Al-Qaïda qui est responsable de cet attentat. Et William Sampson, qui a été torturé et emprisonné pendant 2 ans et demi en Arabie saoudite, menace de poursuivre le gouvernement canadien. S'il n'obtient pas gain de cause, l'homme est toujours amer contre le gouvernement, malgré sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Bill Graham, vendredi. Il réclame non pas des excuses, mais des explications qui devraient venir, d'après lui, par le biais d'une enquête publique. William Sampson veut savoir notamment pourquoi on a refusé d'informer son père lors de son arrestation en décembre 2000. Une triste histoire de bébé secoué, cette fois à Lévis. Oui, c'est un homme de 26 ans qui a comparu aujourd'hui au palais de justice de Québec pour répondre à une accusation de voie de fait ayant causé des lésions sur un bébé de 2 mois. C'est un membre de la famille qui s'est inquiété de l'état de santé du poupon. Il l'a amené à l'hôpital où il repose dans un état qui est considéré comme sérieux. Le suspect est l'ami de la mère de l'enfant. Il était jusqu'à maintenant sans antécédent judiciaire. Bon, effectivement, la grand-mère a constaté l'état dans lequel l'enfant était, a validé à l'hôpital pour s'assurer de l'état de l'enfant, et c'est l'hôpital, en constatant que les blessures étaient sérieuses au point que ça répondait à un cas d'enfant secoué. Et on déplore une mort atroce d'une femme âgée. C'est arrivé ce matin à Québec. Une femme de 69 ans est morte en aidant son neveu en fauteuil roulant. Elle voulait le faire monter sur une galerie avec un monte-charge, mais l'appareil s'est soudainement bloqué avant de l'écraser. Samy Zakem va nous raconter ce qui s'est passé. Aux alentours de 8 heures ce matin, une sexagénaire de la rue Saint-Olivier était loin de se douter qu'un geste tout à fait routinier allait tourner au drame. Denise Morissette, 69 ans, aidait son neveu en fauteuil roulant à prendre place sur le monte-charge. Pour une raison inconnue, l'appareil s'est brusquement arrêté. Une panne est arrivée dans le système. C'est une dame c'est sa tante, qui demeure avec depuis plusieurs années, en fait, qui s'occupe de lui, qui prend soin de lui, qui a descendu et est allé voir en dessous de l'élévateur ce qui se passait. Puis l'ascenseur, lui, l'a assommé, elle est tombée, puis elle l'a écrasé. C'est ce que le chauffeur d'autobus aurait vu. Il n'a pu rien faire, malheureusement. Il a juste appelé le 911, c'est tout. Le conducteur, ébranlé par l'accident, a demandé à être remplacé. Le service des incendies de Québec a dégagé la dame qui a été conduite à l'hôpital L'Enfant Jésus, où son décès a été constaté. La voisine, qui est aussi sa sœur, était trop secouée pour réagir.
Le voisinage se souvient d'elle comme étant une femme engagée. Elle était très sociable. Chaque fois que je la voyais, moi, c'était les bonjours tout le temps. Et puis, je l'ai vue encore la semaine passée, c'était pareil. J'ai dit, vous n'avez pas assez à faire, non? Elle a dit, non, elle dit, voyez-vous, elle dit, moi, elle dit, restez à la maison, là. Le garçon s'en allait à l'école, là. Il y avait une école spécialisée pour lui, là. Et puis, elle venait faire du bénévolat. Les enquêteurs ont passé une bonne partie de l'après-midi à tenter de déterminer l'état de l'appareil. Reste à voir s'il s'agit d'une défectuosité ou si la dame a actionné par erreur le dispositif de sécurité, ce qui a eu pour effet de faire plonger le monte-charge sur elle. Samy Zakem, TQS, Québec. Un cadavre calciné a été découvert ce matin dans la carcasse d'une voiture dans les cantons de l'Est. La voiture en question incendiée appartenait à une femme de Sherbrooke. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête là-dessus pour faire la lumière sur cette mort qui est considérée comme suspecte jusqu'à maintenant par les policiers. Un bidon d'essence a été retrouvé près des lieux de l'incendie, mais pour l'instant, les policiers n'écartent aucune hypothèse. À Montréal, ce soir, un homme s'est présenté de lui-même à l'hôpital avec une blessure causée par une arme à feu. Il s'agit d'un jeune noir de 19 ans qui a été atteint au bras par un coup de feu au coin des rues des Seigneurs et Saint-Jacques dans le quartier Petite-Bourgogne. Il refuse pour l'instant de collaborer avec la police qui recherche plusieurs suspects. Et on revient sur le dossier des soins aux personnes âgées. On a parlé de ça, tu te souviens de ça, vendredi. Malgré l'intervention de TQS, la situation qui prévalait vendredi au manoir Mont-Saint-Hilaire est toujours en vigueur aujourd'hui. Un conflit de travail à la maison pour personnes âgées paralyse une partie des activités. Certains résidents qui sont en perte d'autonomie n'ont pas eu de bain, imaginez-vous, depuis près d'un mois. L'établissement a fait appel aux enfants des résidents pour donner les bains, eux qui payent pourtant pour ce service malgré le conflit de travail. La situation pourrait toutefois bien se régler dans les prochaines heures, puisqu'au moment où on se parle, le Conseil des services essentiels se réunit ce soir pour trouver une solution. Et il y a un travailleur qui a vu la mort de près. 2 travailleurs ont perdu la vie en fin de semaine lors de l'incendie d'un édifice hier qu'ils rénovaient dans le quartier Saint-Henri. Un autre a été beaucoup plus chanceux. Il s'en est tiré avec des blessures aux jambes après avoir sauté du 3e étage qui était en feu. Il a raconté l'enfer qu'il a vécu à Étienne Félix. J'ai pensé à toute ma famille, une fraction de seconde, toute ma famille, ma femme, mes enfants. Ça se passe tellement vite, là. T'es sûr que t'es pas y rester. Puis quand j'ai sauté, je me suis dit, puis il me semble que c'était long avant que j'arrive en bas. Marco Noël remercie le ciel d'être sorti vivant de l'enfer dans lequel ses 2 compagnons ont péri. Il était sur le toit de l'immeuble de 3 étages avec l'autre survivant, Jonathan Leduc, lorsque la bouilloire à goudron a soudainement éclaté. Le feu a pogné, c'était trop chaude, puis elle était trop pleine, puis ça a débordé, puis après ça, le propane s'en est mêlé, les hauts ont fondu, puis... Là, Jonathan, un de mes collègues de travail qui travaille avec moi chez Savoie, lui ici, il a sauté tout de suite. Il a sauté sur l'autre maison à côté. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que m'attendre, les pompiers vont m'arriver. Coincé par les flammes, étouffé par la fumée dense, l'homme ne pouvait plus attendre les secours. La seule issue possible, sauter dans le vide. Je me suis pendu là dans le vide, puis je me suis laissé tomber. Dans à peu près 25 pieds. Je suis tombé sur mes 2 talons. J'ai égrené mes 2 talons. Là, je m'envoie une opération, là, des bottes, des vis. Puis fini le métier. Faire plus de couverture. Hospitalisé, Marco Noël devra attendre plusieurs mois avant de marcher à nouveau. Le couvreur regrette de ne pas s'être fié à ses 19 années d'expérience en permettant à son employeur de hisser le matériel sur le toit. Une erreur fatale. Là, j'ai dit, moi, là, je fais pas ça parce que tu m'avais jamais mis une bouillotte sur un toit. Jamais. Surtout sur un pont de bois, là, comme ça. Là, jamais. Là, il dit, ben écoute, on va sauver du temps. Au lendemain de la tragédie, la conjointe du couvreur en tire une leçon de vie. C'est qu'on n'est pas éternel. Hein? Fait que les journées, là, il faut peut-être être prudent, puis il y a des choses qui... Il y a des choses, des fois, qu'on sent qu'on devrait pas faire, mais on le fait pareil, tu sais, puis je pense qu'il faut suivre notre instinct, des fois. Étienne Phoenix, TQS, Montréal. Et beaucoup d'entre nous sommes propriétaires d'ordinateurs personnels, et quand il y a une difficulté, là, on va essayer de le faire réparer. Mais... Sais-tu comment ça marche, toi? Pas du tout. Non, je t'imagine sur le piton. Ben, pour beaucoup de monde, c'est la même chose. Les ordinateurs, c'est un peu comme les voitures, on n'y connaît pas grand-chose, si bien qu'il faut se fier aux compétences et à l'honnêteté des spécialistes quand il faut les réparer. Malheureusement, ce ne sont pas tous les soi-disant experts qui agissent correctement, nous dit Yves Poirier.
Pour réaliser notre enquête, on a demandé à notre spécialiste d'apporter 2 modifications à cet ordinateur. Le but, tester les compétences des techniciens en informatique de 3 commerces choisis au hasard dans la région métropolitaine. On a d'abord déplacé l'interrupteur qui contrôle le voltage, un problème plutôt simple à résoudre selon notre collègue de travail. Dans le standard nord-américain, il faut qu'il soit à 115 volts. Et puis, si on le met à 230, c'est le standard européen. Donc ça ne fonctionnera pas. L'ordinateur ne démarrera pas du tout. L'autre modification, un peu plus complexe, celle-là, a été faite sur la carte maîtresse. Ce que je vais enlever, c'est ici, vous voyez, il y a un petit jumper qu'on appelle dans le langage informatique bleu. Lui, ce qu'il fait, c'est que ce jumper-là, il initialise le BIOS. C'est un peu technique comme terme, mais le BIOS, si vous voulez, c'est comme pour un humain, le cœur. Si le BIOS n'est pas reconnu, ne fonctionne pas, l'ordinateur ne fonctionnera pas, ne démarrera pas. La centrale informatique, le premier des 3 commerces visés par notre enquête, est celui qui s'en est le mieux tiré. Le technicien a réparé la carte maîtresse, mais il n'a pas vu le voltage. Il nous a recommandé l'achat d'un nouveau boîtier d'alimentation, ce qui n'était pas nécessaire. C'était pour changer quoi encore? C'était le boîtier d'alimentation. Le power supply? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne? Il marche pas. Je veux dire, il marche comme à moitié. Deuxième arrêt, le centre Equitech. Après vérification de l'ordinateur, le technicien détermine que notre carte maîtresse n'est plus fonctionnelle et doit être remplacée. Quant au voltage, le réparateur n'aperçoit même pas le problème. La carte mère est sautée? Sautée, oui. Notre enquête s'arrête finalement chez Microbytes, à Laval. Le technicien arrive à la même conclusion que le magasin Equitech. Je pense qu'on m'a expliqué que c'est la carte maîtresse qui est sautée. Le monovolt qui est effectué. OK. Toutes les autres pièces sont bonnes. Quand nous leur avons appris que l'ordinateur était fonctionnel et qu'il n'avait pas besoin de réparation, aucun des commerçants n'a voulu justifier à la caméra. Pourtant, réparer la carte maîtresse n'était pas si difficile, selon notre propre spécialiste. Un simple coup d'œil sur Internet aurait permis de résoudre rapidement le problème. Si nous avions fait les achats suggérés par la centrale informatique Equitech et Microbytes, nous aurions eu à débourser plusieurs centaines de dollars pour un ordinateur très fonctionnel. Yves Poirier, TQS, Montréal. Oui, c'est pas un cadeau. Et un peu plus tard dans l'émission, on va recevoir justement mon réparateur d'ordinateur, voir si... J'espère qu'il est meilleur que ça. J'espère aussi. C'est ce qu'on va tester. Mais comment tu fais pour le trouver, ton réparateur? Hein? Référence d'un ami qui connaît un ami, puis au cours des années, tu te fies dessus. Ouais, tu croises les doigts. Exact. Maintenant, 40 ans après sa mort, John Kennedy fait encore parler de lui. Dans quelques jours, on va souligner le 40e anniversaire de la mort du président qui a été abattu à Dallas le 22 novembre 1963, 40 ans après. Les théories sur la mort de Kennedy sont nombreuses. Beaucoup de monde adhère à la théorie du complot. Jean Lajoie a rencontré 2 collectionneurs qui pensent que la vérité n'est toujours pas connue. Joanne Schooner, 44 ans, a 2 passions. Son métier dans le domaine de la santé et John Kennedy, le président assassiné. La jeunesse, le charisme, le fait qu'il soit mort si jeune, puis violemment. Joanne est fascinée par les Kennedy. Son salon, c'est quasiment un musée. Tout a commencé en 1974. Elle avait alors 15 ans. Suite à un documentaire, ça s'appelait 4 jours en novembre. Suite à ça, j'ai commencé à lire des biographies. Ça fait 30 ans que ça dure. Des bustes de Kennedy, des assiettes, des timbres. Joanne achète sur Internet tout ce qui se vend sur le président. Encore la semaine dernière, elle s'est procurée d'un collectionneur allemand ce magazine qui relate la visite de John Kennedy à Berlin, moins de 5 mois avant sa mort. In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Joanne a sur 33 tours tous les discours de Kennedy. Elle possède 934 livres et 1169 revues et journaux, comme le Montréal Matin et la Presse à 15 cents du 23 novembre 1963. Joanne a même dans sa collection une lettre signée de la main de Robert Kennedy, aussi assassiné. Elle a aussi une réplique sans la lunette de l'arme utilisée par Lee Harvey Oswald. Ces images, Joanne les a vues et revues des milliers de fois. Elle croit à la thèse du complot. Presque impensable qu'un homme seul ait pensé à ça. C'était comme trop structuré là, pour que ce soit un seul et unique tireur. Jerry Rochon est aussi un passionné de Kennedy. Il possède une collection de 1175 timbres du président qui vaut des milliers de dollars. Il a aussi des films 16 mm de l'assassinat du président. Et encore à ce jour, il est convaincu qu'il n'y a pas eu de complot. Le monde qui dit qu'il était frappé par le côté et tout ça, c'est le monde qui n'a pas vu les photos d'autopsie. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Jerry Rochon se souvient de ce qu'il faisait quand le président s'est fait tuer. Joanne, elle va bientôt tenir une exposition à Pierreville. Elle va l'ouvrir à 13h, le 22 novembre prochain, l'heure à laquelle John Kennedy est entré dans la légende. Jean Lajoie, TQS, à Pierreville. Le mythe est toujours présent, hein? Je sais pas pourquoi, tout le monde se demande qu'est-ce que tu faisais. Te souviens-tu de ce que tu faisais quand Kennedy est mort? Moi, T'en j'avais souviens-tu, là? 7 ans et je sais que mon grand-père était venu nous chercher dehors pour nous dire ça, mais tu sais, au fond, on n'était pas sûr de ce que ça voulait dire. Moi, comme je suis beaucoup plus jeune que toi, ben, je C'est m'en ça. souviens à peu près pas. Là. Entre-temps, toi, est-ce que tu collectionnes des affaires comme ça? Non, moi, ma seule collection, là, c'est les nouvelles. Là. Ah ouais? Je collectionne les nouvelles. Moi, les mauvaises, plus que les bonnes, ce soir, c'était pas très, très gros. Un jour, j'ai commencé à avoir un éléphant avec la trompe en l'air. Ouais. Là, quelqu'un a décidé que je collectionnais ça. J'en ai eu en cadeau. Je n'aime même pas ça. Qu'on nous a donné, tu ne voleras point, n'existe plus. L'Arménie, vous vous y intéressez toujours? C'est Toujours. vos origines?